Eh bien, allons-y. Donc, bonjour à tous. Je suis Pascal Bécasse, je suis cofondateur de Digital Pharma Lab. Et dans le cadre de nos webinaires InnoSanté, j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Arnaud Auger. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, je suis vraiment très très content que tu sois là, sachant il est un peu tôt ce matin à San Francisco. Exactement. Voilà. Merci beaucoup de participer. Et donc, je suis vraiment ravi de vous présenter Arnaud. Donc, très rapidement, Arnaud, tu es directeur adjoint du C-Lab de KT Innovation. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, d'une part de KT Innovation et d'autre part du C-Lab que tu co-diriges? Je pense que le plus simple, du coup, ce sera commencer la présentation, parce qu'en effet, c'est les premières choses que j'ai prévu de faire, c'est vous présenter Bien d'abord sûr, KT, c'était fait pour, Arnaud, c'était fait pour. exactement. C'était une belle passe. Ensuite, Voilà. notre portefeuille digital et en effet notre activité SILAB. Et sur le sujet du jour qui est autour de la longévité, des innovations autour de la longévité, je ferai d'abord une petite introduction personnelle sur ce sujet, puis une analyse sur pourquoi en fait la quête de la longévité peut déclencher une certaine révolution dans la santé. Ensuite, faire une analyse en fait des tendances d'innovation que je vois en termes de longévité. Et enfin, qu'est-ce que les entreprises de santé comme les vôtres, si vous en travaillez pour une, peuvent faire en termes de longévité. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions à chaque moment de la présentation, de faire de ce moment un moment interactif. Donc, Voilà. AT Innovation, Si vas-y. tu veux bien, Arnaud, juste une demi-seconde. Donc, voilà, il y a normalement pour ceux qui suivent sur Zoom, il y a un chat de questions-réponses. Donc, moi, je lirai les questions-réponses comme ça ne dérange pas Arnaud. Et je lui poserai, je me ferai votre intermédiaire, je poserai les questions à Arnaud au fur et à mesure. Et puis, bien entendu, toutes les autres questions seront prises également à la fin, si vous en avez encore, et je pense que vous en aurez à la fin, parce que la présentation d'Arnaud est particulièrement intéressante. Je te repasse la parole, Arnaud. Merci Pascal. Donc, KT Innovation, c'est un fonds d'investissement en capital risque à multistage, c'est-à-dire qu'on investit à plusieurs niveaux de maturité des startups. C'est vrai que notre sweet spot, c'est un peu le série B, mais voilà, on investit à différents étages. On a près de 2,5 milliards sous gestion. Notre particularité, c'est qu'on investit à travers le monde. Le siège est à Paris, mais du coup, il y a aussi un bureau à San Francisco où je me trouve, en Amérique latine, en Asie. On a même un fonds partenaire en Afrique. Voilà, on a d'excellentes performances et on investit sur 4 verticales, dont la santé. Et la particularité aussi de notre fonds, c'est qu'on est soutenu par beaucoup de corporates et notamment par Sanofi en termes de santé. Et donc, du coup, je vais vous présenter un peu euh, notre portefeuille en termes de santé, puisqu'on investit vraiment à tous les niveaux de la chaîne de valeur en termes de santé. Donc, il y a pas mal de startups que j'espère vous connaissez, comme Hawkin, dont le président Emmanuel Macron a encore parlé cette semaine à l'occasion de AI Action Summit, qui est un peu le OpenAI de la biologie, comme j'aime à l'appeler, mais aussi Akemia. Donc, pas mal de startups aussi, Nabla, qui est aussi une star de l'IA sur la santé, mais également voilà, Clivy. Donc, on intervient à différents niveaux. Donc, avec plaisir pour, si vous avez des intérêts sur chacune de ces startups, de vous les présenter plus en amont aussi à part. Et comme je le disais, voilà, on est soutenu par des corporates, on investit dans les startups et du coup, ça crée des vraies synergies. Et typiquement, Hawkin, donc après qu'on ait investi, ont pu échanger avec notre LP, donc Limited Partner investisseur dans notre fonds, qui est Sanofi. Sanofi est devenu client de Hawkin et ensuite, Sanofi est même devenu investisseur en direct dans Hawkin. Donc voilà, c'est une vraie success story. Donc, c'est les vraies synergies qu'on arrive à créer entre les startups et les corporates de notre écosystème. Et c'est vrai on développe aussi des relations de l'écosystème en santé de toutes parts, que ce soit les pharma, les centres académiques, les centres de paiement, les assurances, etc. Donc voilà, on essaie vraiment de créer ces synergies-là au sein de notre écosystème. Et donc plus précisément sur le C-Lab, qui est un peu votre lab d'innovation en Silicon Valley, c'est notre activité en effet de conseil au corporate
LP ou pas LP, donc qu'ils soient déjà investisseurs ou pas encore dans notre fonds, pour vous connecter en effet aux innovations à l'international, donc notamment ce qui se passe en Silicon Valley. Donc, on a beaucoup de corporates français et européens dans KT Innovation qui sont intéressés en effet à ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, on peut les aider aussi à comprendre ces tendances-là sur le marché américain et du coup de les connecter aussi avec des innovations au-delà de celles dans lesquelles on a investi. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on fait depuis plus de 10 ans avec Mathieu. Et donc voilà, on travaille surtout avec directeur innovation, directeur stratégie de grands groupes, directeur de business intelligence. D'abord, un, pour comprendre l'innovation. Deux, pour en effet décider de savoir quoi faire en termes d'innovation ouverte. Si vous êtes un grand groupe, euh, quel produit lancer, quel service lancer, avec qui faire des partenariats. Et justement, voilà, il y a la troisième partie qui est vraiment aussi d'identifier des boîtes tech, donc start-up et plus grandes qui peuvent être des bons partenaires d'innovation pour vous, voire des cibles d'investissement, voire de M&A, d'acquisition. Donc voilà, vraiment, on accompagne voilà, donc, plutôt les directions à innovation, mais voilà, aussi des comités stratégiques, executive committee, comité exécutif en effet de grands groupes. Donc, si vous êtes intéressé, donc voilà, c'est vrai que on est un bon partenaire avec Digital Pharma Lab. Et donc voilà, on peut être assez complémentaires. Et voilà, typiquement, si vous voulez aussi comprendre ce qui se passe en termes d'IA dans la capitale mondiale de l'IA, qui est San Francisco, on est là pour ça. Juste un chiffre, typiquement, depuis 10 ans, les investissements dans les startups de l'IA de la baie de San Francisco, donc juste de la région de la ville de San Francisco, euh, depuis 10 ans, c'est 4 fois plus que toute l'Europe confondue. Donc voilà, c'est quand même assez massif. Et donc on voit évidemment des choses qui ne sont pas encore là en France pour vous, ou qui vont arriver dans quelques années. Donc avec plaisir pour vous reconnecter avec ces opportunités-là, y compris en vous accueillant pour des Learning Voilà. Expedition, Business Development Trip. Voilà, Arnaud, donc Arnaud nous a aidés en particulier, puisque j'étais à San Francisco du 2 au 6 décembre dernier avec un grand laboratoire japonais et on a été très très bien reçus par KT Innovation lorsqu'on est allé là-bas à San Francisco. Donc effectivement, je confirme, c'est la capitale mondiale. Voilà. Et donc, du coup, notre méthodologie, en fait, c'est de partir de vos challenges, de vos objectifs, et de regarder ce que la technologie permet. Donc, quelles sont les startups, les technologies, ce que font aussi les grands groupes en termes de tech, ce qui est permis. Aussi d'écouter les attentes des consommateurs. Donc voilà, qu'est-ce que les consommateurs veulent. Et également de faire des benchmarks sur les meilleures pratiques de vos concurrents, de vos pairs à l'international. Et donc vraiment, c'est à l'intersection du coup de ce que la technologie permet, de ce que les consommateurs veulent et de ce que les concurrents font, y compris sur d'autres secteurs ou des pairs d'autres secteurs, qu'on peut vraiment vous aider à définir votre stratégie d'innovation. Donc voilà, c'est vraiment notre méthodologie. Euh, et donc voilà, ça c'était pour l'introduction par rapport à KT, notre portefeuille santé et notre activité Syllab. Donc maintenant sur la longévité, en effet, moi c'est un sujet extrêmement personnel pour moi, puisque il y a à peine 5-6 ans, j'étais encore obèse, prédiabétique, avec un haut niveau de mauvais cholestérol, un mauvais cardio, pas forcément beaucoup de force. Mon âge biologique était plus vieux que mon âge réel, et j'ai des soucis de santé mentale aussi. Alors que, encore une fois, j'essaie de manger sainement, de faire du sport. Et voilà, j'avais très très peu de résultats. Euh, et aujourd'hui, en effet, voilà, j'ai résolu tous ces problèmes-là, et notamment grâce aux innovations technologiques, où en effet, je peux être assez lean, je suis plus prédiabétique, je suis dans le vert sur plus de 100 biomarqueurs, je suis dans le top 1% en termes de VO2 max, donc en termes de santé cardiovasculaire. Euh, je fais plusieurs compétitions spartanes, et mon âge biologique, au contraire, il est plus jeune que mon âge sur mon passeport, et je suis heureux et épanoui. Donc la question, c'est aussi comment. Et ben en fait, j'ai appliqué un principe de la Silicon Valley, c'est qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne mesure pas. Et moi, du coup, j'ai décidé de tout mesurer. Donc j'ai fait les tests ADN, les tests sanguins complets, tests de flore microbienne, mesurer aussi combien mon métabolisme brûle de calories au repos pour définir quel déficit créer, créer des tests aussi à faire des tests en termes de sensibilité par rapport aux ingrédients. Donc, quels ingrédients, pas simplement allergiques, mais aussi quels qui sont mes superfoods ou pas.
aussi tester mes hormones. Ensuite, du coup, personnaliser bah, toute ma nutrition, mon exercice, mon sommeil, donc avec des applications, avec des devices comme des CGM, avec du coup des suppléments personnalisés, des applications de microlearning. J'ai aussi étudié en nutrition à Stanford. Euh, ouais, donc pas mal d'objets qui traquent en fait mes données, mais aussi des objets technologiques qui sont actifs sur moi. Donc typiquement, j'ai un lit intelligent Head Sleep avec un système de refroidissement et de réchauffement par rapport aux sensors qui sont sur mon lit pour mesurer mes niveaux de sommeil afin d'optimiser ma qualité et ma quantité de sommeil. Voilà, j'ai le petit objet, luminothérapie le matin comme, pour activer mon rythme circadien. Voilà, il y a plein de devices. Et après, du coup, il y a des tests que je fais aussi régulièrement pour en effet avoir un bon retour d'information si mes protocoles fonctionnent bien. Et donc voilà, c'est que ça, c'est juste un exemple sur la nutrition. Voilà, typiquement quand j'ai fait les tests, les brocolis, voilà, c'est censé être bon pour la population générale, mais pas pour moi, il faut que je les évite. Et donc voilà, j'ai ajusté en fait toute ma nutrition aussi par rapport à ces différents tests-là, ce qui me permet d'avoir les résultats que je voulais avoir. Euh, et voilà, c'est vrai que certains m'appellent biohacker. Si vous connaissez Alain Damasio, qui est l'auteur de science-fiction le plus long en France, il a écrit un livre, Vallée du Silicium, euh, à l'issue de son voyage à San Francisco, en terre de Silicon Valley. Et il y a plusieurs chapitres, plusieurs chroniques, et dont une sur le futur de la santé, qui est un peu qui est mon portrait en fait, qui m'est dédié. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon histoire, je vous invite à lire ce livre. Euh, et encore une fois, voilà, je ne l'ai pas juste fait tout seul dans mon coin, j'étais accompagné par un cabinet de médecine préventive et fonctionnel avec du coup, quand je suis devenu membre de ce cabinet-là, j'ai eu un rendez-vous d'1 heure et demie avec deux médecins pour voir tous mes tests ADN, mes antécédents familiaux, définir les maladies que je suis susceptible de générer dans les prochaines décennies afin d'embrasser des protocoles d'épigénétique. Et ensuite, j'avais des points réguliers avec mes médecins par rapport à mon tableau de bord, par rapport à mes tests. Donc, j'ai pu être accompagné aussi par des professionnels médicaux. Et puis aussi d'avoir poser les questions en 24/7, ça change vraiment la donne. C'est de pas attendre de prendre un rendez-vous chez le médecin. J'ai une question santé, je pose et j'ai des réponses de professionnels. Donc voilà, ça c'est hyper important. Je ne sais pas si vous connaissez Brian Johnson. Sinon, je vous invite à lire, enfin, à voir le documentaire Don't Die sur Netflix, qui est vraiment une personne qui, malgré tout, moi, je suis allé à son Don't Die Summit, au sommet Don't Die, un peu sceptique parce que c'est vrai que dans la presse, on voyait des choses, il fait des transfusions sanguines avec son fils, enfin, d'autres procédures, voilà, où je me demandais si c'était un peu un charlatan. Mais je suis allé à son sommet Don't Die et en fait, voilà, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui voilà, utilisait le buzz, parfois le bad buzz pour attirer de l'attention, mais ensuite qui faisait surtout de l'évangélisation sur comment prendre soin de sa santé, notamment son sommeil, sa nutrition, le sport, etc. Il a créé une communauté d'Andai que je dirige d'ailleurs à San Francisco. Donc voilà, c'est vrai que si vous voulez en savoir plus sur les biohackers, ça peut être un exemple. Et c'est vrai que quand je suis allé à son sommet, moi, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais retrouver plein de biohackers comme moi, avec plein d'objets connectés, etc. Et en fait, 98%, c'était monsieur, madame, tout le monde qui avait juste envie de vivre en meilleure santé plus longtemps. Donc là, ça a fini de me convaincre que si le biohacking, c'est niche, la quête de la longévité, c'est par contre quelque chose d'extrêmement massif. Euh, donc, c'est pas un sujet complètement nouveau. Il y avait le bouquin Blue Zone, mais depuis 2-3 ans, là, il y a une flopée de livres excellents qui sont sortis, qui sont des best-sellers. Mon préféré, c'est Jellyfish Edge Backward, donc les méduses rajeunissent, je crois, en français. Euh, et donc voilà, c'est qu'il y a une littérature scientifique qui devient accessible, mais ça devient extrêmement mainstream. Même les Kardashians ont fait des tests de longévité ADN. Il y a un autre documentaire sur Prime Video que je vous recommande qui est Longevity Hackers. Il y a Andrew Huberman qui est un scientifique de Stanford qui fait des interviews de scientifiques de près de 2-3 heures, qui a plus de 6,5 millions d'abonnés. Voilà, donc on voit qu'il y a un vrai momentum. Et du coup, là, pourquoi du coup cette quête de la longévité peut déclencher une révolution du système de santé? Je pense que notre système de santé, il est un peu cassé
il est vraiment binaire. C'est soit on se sent bien, soit on se sent pas bien. En gros, soit on a des symptômes, soit on n'a pas de symptômes. Si on a des symptômes, on a le droit d'aller voir un médecin. Sinon, bah, on attend juste d'être malade. Donc c'est un peu absurde à mon sens. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de biomarqueurs qui sont disponibles. Encore une fois, avec des objets connectés, des wearables, des tests sanguins qui sont accessibles, qui permettent de mesurer en fait nos niveaux de pleine santé. Et donc, même si on n'a pas de symptômes, qu'on est peut-être niveau 3 à 4, on peut identifier des facteurs de risque et du coup même aussi améliorer sa santé. Et a fortiori, que, voilà, encore une fois, il y a des biomarqueurs qui peuvent mesurer votre âge biologique et votre capacité en effet à potentiellement bien vieillir en bonne santé. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait peut-être passer d'un système que moi j'appelle le sick care, où aujourd'hui, ben, on a des symptômes, on va voir un médecin, on a des tests, et ensuite, même, on a des traitements qui sont très verticaux sur souvent un organe, une spécialité, alors que peut-être le système de santé de demain, ou peut-être d'aujourd'hui déjà en Silicon Valley, c'est d'être plutôt proactif, d'être dans la prévention personnalisée. Donc là, en effet, de commencer par des tests, d'avoir du coup des IA qui vont pouvoir analyser ces tests-là aussi avec connecter par exemple tous mes gènes avec toutes les études cliniques qui sont parues identifiant des connexions entre mes gènes et des facteurs, avec encore une fois toujours des médecins qui vont analyser aussi ces résultats et recommander des protocoles. Et ensuite, voilà, d'être toujours dans cette de tests réguliers pour aussi avoir des détections au plus tôt et des traitements aussi beaucoup plus personnalisés pour une efficacité plus optimale. Donc là, il y a vraiment peut-être une révolution qui peut se faire en ce sens-là. Et je pense qu'en effet, voilà, c'est beaucoup cette quête de la longévité qui active ça, pour qu'en gros, toutes les personnes qui n'ont pas forcément de symptômes peuvent vouloir en effet augmenter leur health span. Ça, c'est un concept, je ne sais pas, il existe en français. En anglais, on différencie le lifespan, qui est notre espérance de vie, et le health span, qui est l'expérience de vie en bonne santé, où on peut être pleinement fonctionnel. Et c'est vrai que bah, le MED 2.0, c'est un peu le CICAR d'aujourd'hui, où ben oui, peut-être les procédures médicales vont augmenter l'espérance de vie à la fin, mais du coup, pas forcément d'être en pleine possession de ses moyens. Alors que ce que le docteur Peter Attia dans Outlive parle de MED 3.0, c'est un peu le système healthcare que je citais juste avant, qui là potentiellement pour augmenter notre espérance de vie en bonne santé. Euh, Au final, moi, je me disais, c'est vrai que quel est le premier signe de la civilisation humaine? Bah, c'est pas un outil, des silex, le feu ou des peintures sur des murs. Selon une anthropologue, Margaret Mead, c'était un os de fémur qui a été réparé. Et en effet, dans la nature, un animal, s'il se casse l'équivalent du fémur, il va mourir. Alors que là, ça prouve que la personne blessée était prise en charge par la communauté, qu'ils ont pris le temps de le soigner. Donc finalement, peut-être c'est ça qui fait l'essence de l'humanité, c'est notre capacité à nous soigner et à survivre. Et c'est vrai que si on regarde l'évolution de notre espérance de vie, on voit que notre espérance de vie est quasiment doublée depuis 150 ans. Donc voilà, c'est vrai que on peut imaginer que du coup, on puisse continuer en effet d'améliorer notre espérance de vie, notamment en bonne santé, dans le futur, a fortiori avec de l'intelligence artificielle. euh, et voilà, et notamment juste avec la prévention, même sans faire de procédure en effet euh, révolutionnaire, bah, il y a quatre maladies en fait qui comptent pour près de 80% des morts des personnes de plus de 50 ans qui ne fument pas aux États-Unis, que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives et les dysfonctionnements métaboliques. Et en effet, un bon mode de vie, donc encore une fois avec la nutrition, le sport et le sommeil essentiellement, on peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires de près de 80%. Pareil pour beaucoup de cancers. Donc en fait, voilà, on peut faire des changements qui peuvent avoir un grand impact sur la longévité. Euh, et voilà, moi c'est typiquement ce que j'ai fait, c'est que ben, j'avais mesuré ma VO2 max à 29 ans, qui n'était pas extraordinaire. Aujourd'hui, elle est près de 60. Et donc, ben, typiquement, juste sur ce biomarqueur-là, qui est le VO2 max, qui est notre capacité à consommer de l'oxygène pendant l'effort, qui est du coup un indicateur de bonne santé cardiovasculaire, ben, j'ai quasiment réduit mon risque de mortalité de toute cause de 5 fois.
Donc voilà, et peut-être que j'ai, en sortant de l'obésité, gagné 10 ans d'espérance de vie. Donc ouais, c'est vrai que aussi la capacité de mesurer, de donner des chiffres, ça permet parfois des personnes de rendre ça très concret. C'est 10 ans potentiellement que je vais pouvoir passer avec mes futurs enfants en pleine santé, etc. Alors, c'est ce Euh, qu'on te souhaite, Arnaud, mais juste avant, quand on a préparé hier, j'ai trouvé très, très intéressant la définition très différenciée que tu donnes entre la prévention et la longévité. Parce qu'on parle énormément de prévention, de médecine préventive, de prévention en titre de santé publique, etc. Donc, c'est un grand sujet. On trouve que la France en fait pas assez et bien d'autres pays occidentaux n'en font pas assez en matière de prévention. Mais toi, tu différencies bien prévention et longévité. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Ouais, bah, la prévention, c'est un moyen, la longévité, c'est une fin. Et du coup, on peut avoir de la prévention, pas forcément pour la longévité, on peut juste vouloir faire de la prévention pour éviter de tomber malade cet hiver. Euh, donc, c'est pas directement lié à la longévité, même si en effet, si on est malade très régulièrement, ça crée des stress oxydatifs qui peuvent entamer notre longévité. Mais du coup, la quête de la longévité, c'est entamer de la prévention. Et par exemple, faire du sport tous les jours. Donc voilà, il y a des études qui estiment que si vous faites 30 minutes de sport tous les jours euh, pour le reste de votre vie, vous allez gagner 8 ans d'espérance de vie en bonne santé. Donc voilà, typiquement, euh, c'est plutôt d'une autre perspective. Donc il y a la moyen, là, il y a une fin, et du coup, il y a la prévention qui peut être spécifique pour cette fin par rapport à d'autres. Et typiquement, voilà, il y a peut-être 5 niveaux théoriques d'intervention pour la longévité. Le premier, c'est vraiment ben, d'arrêter le vieillissement accéléré, donc arrêter de fumer ou de pas fumer, de ne pas boire d'alcool, d'avoir une vie sédentaire, de manquer de sommeil, de mal manger. Et au contraire, voilà, de faire de l'exercice, de faire des tests assez réguliers. Et juste ça, en fait, d'arrêter un- le vieillissement accéléré par rapport à la population moyenne, parce que souvent on parle d'espérance de vie moyenne, ben, vous pouvez gagner par rapport à cette espérance de vie moyenne peut-être 10 ou 20 ans d'espérance de vie. Ensuite, le deuxième niveau serait potentiellement de ralentir le vieillissement. Donc là, en effet, il y a des médicaments, des sénolytiques, des protocoles. euh, qui peuvent peut-être encore plus augmenter cette espérance de vie en bonne santé. Puis on arrive sur peut-être un troisième niveau qui serait potentiellement même d'arrêter le vieillissement. Donc là, avec des thérapies un peu plus poussées. Euh, et voilà, encore une fois, là, on arrive beaucoup plus dans ce qui est encore de la science-fiction, mais qui est en préparation. Euh, avec potentiellement même d'inverser le vieillissement. Il y a déjà des études qui sont faites sur des souris pour inverser le vieillissement, donc avec leur programmation cellulaire. Et on parle même de post-biologique, donc même si vous mourrez, il y a des dispositifs maintenant pour vous faire cryogéniser. Et si la médecine d'aujourd'hui n'a pas pu vous soigner, peut-être que la médecine demain saura le faire. Donc voilà, c'est encore de la science-fiction, mais c'est pour vous donner en effet 5 niveaux théoriques. Et il y a un concept qui est extrêmement intéressant, qui est la longevity escape velocity. Donc en gros, souvent, c'est de dire, euh, bah, à terme, peut-être que les progrès de la santé, de la médecine et des nouvelles technologies, à fortiori avec l'IA, vont vous permettre de gagner de l'espérance de vie. Et il y a peut-être un moment où la vitesse de ces progrès-là vont rattraper la vitesse de votre vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment d'inflexion où le rythme technologique de découverte, de progrès scientifique va atteindre votre rythme de vieillissement naturel. Et donc, potentiellement, vous allez pouvoir arrêter de vieillir, parce qu'en fait, chaque année que vous allez passer, c'est chaque année que vous gagnez en même temps en termes de progrès scientifique. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu de la science-fiction, mais c'est une certaine ambition que certaines startups technologiques dont on va parler ensuite, sur lesquelles elles travaillent. Donc voilà, c'est pour vous parler aussi de ces concepts-là. Et donc voilà, maintenant pour faire une analyse en Alors, fait des tendances, voilà, oui. justement, Arnaud, là, bon, je pense que grâce à ton exemple, tu as donné une bonne vue, hein, je crois, très complète de ce que c'est que la longévité, enfin le concept de longévité, et que tu expérimentes toi-même en tant que, alors poussé assez loin en tant que biohacker, hein. Mais est-ce que à ce stade, il y a des questions? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et évidemment, Arnaud se fera un plaisir d'y répondre sur ce qu'il vient de dire.
Et puis maintenant, on va effectivement rentrer dans la partie plus le business de la longévité, la longevity tech. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Mais voilà, je voulais euh, on vient de bien expliquer, je crois, ce que c'est que ces concepts et comment ils se traduisent concrètement grâce à toi, hein. Merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que la longévité, donc voilà, c'est un marché, notamment avec les médicaments anti-vieillissement, qui est évalué à plus de 20 milliards aujourd'hui, qui pourra atteindre les 77 milliards d'ici à 2030. Donc voilà, c'est un marché en plein boom, et qui peut avoir aussi un impact en trillion dollars. euh, et notamment un professeur à la London Business School, qui est aussi un chercheur associé à Stanford, qui estime que si on augmente chaque vie aux États-Unis sans perte de santé, ça peut générer 56 trillion dollars. Euh, donc voilà, en gros, et pour chacun des pays, ça pourrait augmenter le PIB de 4%. Donc voilà, ça, c'est des choses, enfin, c'est des chiffres en termes d'économie. Et on voit que les milliardaires de la tech, eux, eh ben, ils investissent dans la longévité. Vous avez Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a investi 3 milliards dans Altos Lab, qui est en effet sur la régénération cellulaire. Sergey Brin, qui a cofondé Google, et Calico, qui du coup sur la recherche sur le vieillissement également. Mark Zuckerberg, cofondateur et patron de Facebook, aujourd'hui Meta, s'est engagé en effet sur autour de 3 milliards de dollars avec la Change Zuckerberg Initiative, y compris pour traiter découvrir des traitements par rapport au vieillissement. Peter Thiel, qui est le premier investisseur dans Facebook, et qui avait cofondé PayPal avec Elon Musk, qui a financé deux initiatives, enfin, plusieurs initiatives d'ailleurs sur les sénolytiques et en effet sur le rajeunissement. Daniel Ek, le fondateur de Spotify, qui a financé Neko, dont je vais vous parler ensuite, qui permet de faire de la détection au plus tôt avec de l'IA, et une clinique de longévité. Et Sal Matman, qui il y a quelques semaines, en effet, a investi dans Retro Bioscience, qui est aussi sur la reprogrammation cellulaire, et qui ont pour ambition d'augmenter l'espérance de vie de 10 ans. Euh, et c'est vrai qu'en termes d'investissement dans la longévité, c'est en plein boom en termes de nombre de startups qui reçoivent des investissements depuis 10 ans, et aussi en termes de volume d'investissement. Donc, d'où vient l'argent? Il vient quasi exclusivement des États-Unis pour près de 91%. Dans les startups, de manière générale, c'est plutôt 50% qui viennent des États-Unis, et d'ailleurs souvent 50% aux États-Unis qui viennent de la baie de San Francisco. Mais donc là, c'est 91% sur toutes les startups de la longévité. Par contre, ce qui est hyper intéressant pour vous, Européens, ou pour nous, Européens, c'est que voilà, il y a peut-être 58% qui vont pour des startups américaines, mais quand même le deuxième, pour 22% sur les startups européennes. Donc on voit qu'on n'est pas en reste. Et voilà, c'est aussi une conviction chez KT. C'est pour ça qu'on est ici beaucoup, autant en Europe qu'aux États-Unis qu'en Asie. C'est qu'il y a plein de startups santé qui n'ont rien à envier aux Américaines. Euh, donc voilà, je vous ai fait un peu un panorama, un mapping en fait des longevity tech. Donc voilà, on voit qu'il y a celles qui sont plus consumer pour le grand public, et celles qui sont ce qu'on appelle les long bio, donc longevity biotech. Euh, et sur le consumer, voilà, il y a pas mal de cliniques de longévité 2.0, dont je vais vous présenter, par exemple Function, mais il y en a une qui arrive en France qui s'appelle Zero Health. Euh, si vous êtes curieux d'aller les tester à Paris. Et je crois qu'ils ont déjà plus de 10 000 personnes en liste d'attente, donc on voit que ça intéresse aussi les Européens. Il y a toute une gamme de suppléments sur la longévité, dont Timeline, dont L'Oréal a investi. Euh, mais il y a pas mal de solutions de tests d'âge biologique. Après, il y a des applications, il y a des machines, donc des IRM, et autres, et même de la cryopréservation. Et puis après, il y a pas mal de long tech bio, encore une fois, sur la réjuvénation cellulaire, que ce soit avec les télomères, les mitochondries, les cénothérapeutiques. Euh, il y a tout ce qui va être aussi, en effet, de reprogrammation épigénétique, et en effet, des thérapies géniques pour la longévité. Donc Function, voilà, pour moi, c'est vraiment un acteur emblématique, en fait,
de ces cliniques de longévité 2.0 qui vous proposent en effet pour près de 500 dollars par an. Donc voilà, peut-être et parfois avec des discounts entre 40 et 50 dollars par mois, de vous permettre de faire des tests sanguins complets sur plus de 100 biomarqueurs 2 fois par an. Euh, et ensuite, d'avoir en effet de l'intelligence artificielle pour analyser vos résultats, de vous recommander des protocoles. Et en fait, beaucoup de ces cliniques de longévité ensuite deviennent un peu des one-stop shop, des hubs en fait de la santé, où vous allez pouvoir acheter des suppléments, d'autres appareils connectés pour la santé, et en fait devenir un peu voilà, les super apps en termes de santé, de pouvoir connecter aussi aux objets connectés, de croiser en effet vos résultats à la fois sanguins et de vos biomarqueurs mesurés par des appareils. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs comme Function qui montent en puissance, que je trouve hyper intéressant, parce qu'en fait, c'est des lieux où, euh, où les personnes peuvent aller. Et encore une fois, pour mesurer tous ces tests, il y a encore quelques années, peut-être il y a 4 5 ans, ça coûtait peut-être 15 000 dollars, alors que là, en effet, ça arrive sur des solutions relativement abordable pour le grand public, avec encore une fois des dizaines de milliers de personnes qui les utilisent. Euh, Encore au-delà, voilà, il y a un acteur comme Rebel Health Alliance qui, eux, proposent un abonnement où vous allez faire des tests ADN, des tests sanguins, ensuite, du coup, avoir des médecins, des coachs en santé, des coachs sportifs, des diététiciens, des conseillers en épigénétique, enfin, tout ça dans une équipe, voilà, pour vous accompagner, en effet, sur votre quête de longévité avec encore une fois voilà, pas mal de solutions ensuite de prescription de médicaments, de suppléments, de peptides. Enfin, c'est vraiment des solutions hyper complètes qui arrivent. Si on arrive sur les suppléments, donc là, je vais parler de Timeline, qui est quand même près de 100 000 clients déjà à travers le monde. Et donc, voilà, un des bénéfices, en effet, c'est notamment pour la longévité, la capacité de créer des muscles, et qu'il y a des acteurs comme Nestlé et L'Oréal qui ont investi dedans. Euh, un acteur phare aussi des suppléments pour la longévité, c'est Elysium. Et vous voyez, ils ont des solutions contre le vieillissement cellulaire, mais aussi le vieillissement du cerveau, métabolique, de la peau, enfin, des yeux. Enfin, c'est extrêmement poussé et précis sur plein de dimensions, avec encore une fois, vous voyez, des millions de clients qui achètent ces produits-là. Vous avez du coup les tests de mesure de l'âge biologique. Donc, par exemple, en effet, True Diagnostic, qui est le test d'ailleurs recommandé par Brian Johnson, que j'ai fait, qui peut permettre de mesurer votre âge biologique sur près de 185 biomarqueurs. Aussi mesurer l'âge biologique de chacun de vos organes. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces retours d'informations, en effet, et parfois ça motive pas mal de personnes. Vous avez des solutions avec des machines comme Neko, donc, encore une fois, c'est le fondateur de Spotify qui a lancé ces startups-là. D'abord à Stockholm, aujourd'hui, ils sont aussi à Londres, et je pense qu'ils vont arriver assez vite, peut-être à Paris et aux États-Unis, où vous rentrez dans une cabine, donc en 15 secondes, il y a plein de photos qui sont faites de tout votre corps, et ensuite des IA qui vont regarder chaque pore de votre peau, chaque bouton, grain de beauté, etc. Et analyser en effet s'ils sont potentiellement à risque, voire plein d'autres marqueurs de santé, mais voilà, entre guillemets, pour à peu près 300 euros, voilà, peut-être en 15 minutes, vous avez plein de machines qui vont vous faire des tests, voilà, donc au-delà des tests sanguins, donc, et avec de l'intelligence artificielle, donc hyper intéressant. Vous avez en effet la démocratisation aussi des IRM pour détecter les cancers plus tôt, puisqu'encore une fois, un cancer qui est détecté plus tôt à près de 80% de chances de rémission, contre 20% s'il est détecté plus tard. Donc voilà, l'idée c'est de se faire tester régulièrement. Euh, donc voilà, et ils ont même des scans de longévité, donc voilà, pour identifier euh, ces paramètres-là. Donc voilà, c'est vrai que c'est des acteurs qui arrivent de toutes parts. Euh, donc voilà, en gros, qu'est-ce que des pharma ou des entreprises de Attends, santé peuvent faire euh, par rapport à la longévité? Arnaud, avant que tu abordes ce sujet qui est absolument clé, il y a déjà quelques questions. Donc, si tu veux bien, on va les prendre Ouais. on the go. Donc, Adrien nous dit, bon, quand on analyse
sans biomarqueurs comme NecoHealth ou Zoe, etc. C'est très bien, mais est-ce que finalement les recommandations sont déjà pas très bien connues? Est-ce que ce que tu fais, hein, est-ce que tu as indiqué déjà tout à l'heure, hein, bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique? Euh, Est-ce que en termes de personnalisation, c'est pas encore un peu limité? Euh, donc voilà, j'aimerais avoir. Est-ce que ça va pas Ouais, évoluer moi, forcément dans 5 à 10 ans? Voilà, donc ton avis. bah, encore une fois, voilà, il y a des recommandations de nutrition en général, et après, en fait, il y a l'impact sur notre métabolisme. Et typiquement, voilà, même si je peux manger euh, de la viande, etc., voilà, peut-être que je peux être en déficience sur certains, par exemple, sur du fer. Il y a des personnes qui ont des déficiences sur la vitamine D. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déficientes sur vitamine D. Du coup, ensuite, c'est peut-être de se supplémenter en vitamine D. Et parfois, en fait, il y a même peut-être de la vitamine D en liposomal qui était plus efficace ou qu'en gélule. Euh, et donc, du coup, de tester régulièrement pour voir si bah, les protocoles, encore une fois, de nutrition, de suppléments fonctionnent. Euh, et donc, voilà, typiquement, c'est quand même de voir l'impact direct parce que, voilà, même si pas mal de personnes, en effet, savent en théorie ce qu'il faudrait faire, après, il y a là aussi la pratique. Et donc, entre guillemets, savoir un retour d'information relativement régulier pour voir si ce qu'on met en place fonctionne. Et voilà, peut être surpris, mais même quand on pense tout bien faire, on peut parfois quand même faire mieux. Et faire mieux, ça veut potentiellement dire en effet de aussi prévenir ou de ralentir Oui, les générations de certaines maladies, quoi. oui. Donc pour moi, non, je pense que ça peut être assez précis, ouais, en Oui, personnalité. d'accord. Ok, merci pour la réponse. Alors, Michel nous pose la question suivante, c'est que tu n'as pas spécialement abordé, hein, d'ailleurs, c'est jusqu'à présent, ce qui est assez connu, c'est que le raccourcissement des télomères est un signe de vieillissement. Est-ce qu'il y a une corrélation entre toutes les solutions que tu as évoquées, que ce soit les compléments alimentaires, la façon de se comporter d'une façon générale, et puis évidemment les solutions technologiques, et la limitation du raccourcissement des télomères. Est-ce qu'il y a une corrélation? Bah, ça, voilà, c'est encore en développement, en étude. euh, mais on commence en effet de pouvoir aussi avoir peut-être plus de démocratisation de cette mesure-là. Et donc potentiellement d'accélérer les, voilà, des études cliniques par rapport à des corrélations. Et ça qui est hyper intéressant aussi d'ailleurs pour les groupes pharma, c'est que toutes les cliniques de longévité là dont je vous ai parlé, où du coup vous avez des dizaines de milliers de personnes qui se testent régulièrement en termes de sang, mais qui ont des objets connectés, etc. C'est quand même des données de santé extrêmement poussées, extrêmement de qualité, qui peuvent potentiellement nourrir aussi ces essais cliniques-là, et donc faire avancer la science plus rapidement. Donc voilà, typiquement, en effet, sur les télomères, je pense que là, on va beaucoup plus arriver sur bah, des mesures et donc du coup de pouvoir de manière scientifique établir des connexions et ensuite en effet de définir des protocoles aussi pour l'amélioration de ces télomères-là. Et après, il y a des thérapies spécifiques hein, pour cela, mais oui, c'est encore naissant, mais moi je suis extrêmement optimiste en effet des avancements en la matière. Ok, merci. Bah, je te laisse reprendre donc le cours. Quel intérêt pour les industriels de la santé? Voilà, donc moi je pense qu'en effet, pour l'industriel de la santé, donc, notamment le groupe pharma, ben, il y a déjà en effet de regarder justement au-delà des traitements classiques et donc d'explorer en effet votre sphère d'action en termes de détection au plus tôt et de thérapie préventive notamment dans la logique d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Deuxièmement, voilà, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour du repurposing de vos médicaments, de vos thérapies existantes. On en parlera, mais voilà, il y a des médicaments que vous vendez déjà pour certaines conditions qui ont aussi des avantages en termes de longévité et qui, du coup, pourraient être aussi qualifiés comme tels. Euh, donc qualifié également comme tel. Ensuite, voilà, mais justement, il y a de nouveaux traitements en termes du vieillissement, avec des géroprotecteurs, des cellules monétiques, du coup, de l'intelligence artificielle pour la drug discovery qui peuvent être à explorer. Donc, peut-être vos centres de R&D peuvent être aussi actifs en la matière. A fortiori, que, voilà, vous avez sûrement parfois des avantages, voilà, ça que j'ai pu échanger par exemple avec Biocodex qui sont assez pionniers sur les probiotiques. Il y a aussi des logiques de longévité par rapport aux probiotiques. Donc chacun dans sa sphère d'influence
peut aussi explorer ce qu'ils peuvent faire. Euh, il y a tout ce qui va être ensuite bah, justement d'étendre vos solutions de santé au-delà des solutions médicamenteuses. Donc, on va voir qu'il y a les frontières entre les secteurs, les industries aujourd'hui sont extrêmement poreuses. Dans le même temps, on l'a vu sur la longévité, c'est multifactoriel, multidimensionnel. On parle de nutrition, de sommeil, d'exercice, de santé mentale, de dimension sociale. Donc, en effet, la dimension silotée, voilà, ne fonctionne plus trop. Donc, si vous êtes un acteur de la santé, il faut peut-être aussi aller sur ces autres dimensions-là, d'aller au-delà de la molécule. Et puis, cinquièmement, en effet, c'est potentiellement investir, soutenir en effet ces innovations en termes de longévité, potentiellement faire des partenariats avec elles. À force, comme on l'a vu, qu'il y a des startups en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui peuvent être pas mal intéressantes pour vous et qui peuvent et peut-être euh, non seulement avoir des synergies à court moyen terme, mais peut-être le beau business de demain à plus long terme. Donc on peut explorer chacun de ces points-là. Donc le premier, en effet, voilà, c'est si on passe du C-care au healthcare, c'est comment en effet, vous en tant qu'acteur de santé, vous arrivez en effet sur des traitements préventifs, sur de la détection au plus tôt, sur l'optimisation de l'espérance de vie en bonne santé. Donc voilà, encore une fois, il y a de la R&D, de l'IA qui peuvent être euh, mis à ce service-là. Et qu'encore une fois, voilà, euh, c'est pas juste simplement de soigner des maladies, c'est peut-être aussi de les prévenir. Deuxième point, en effet, sur le repurposing, voilà, il y a pas mal d'exemples célèbres dans l'histoire de l'industrie de la santé, mais voilà, par exemple, le GLP-1, voilà, à la base, c'était plutôt pour les diabétiques, puis on a vu du repurposing pour le traitement contre l'obésité, et maintenant, on voit qu'en effet, les traitements avec des GLP-1 peuvent en effet bah, permettre de plus facilement faire du jeûne intermittent. Donc, il y a tous les avantages aussi de l'autophagie. Euh, qu'il y a également des avantages en termes de neuroprotection et notamment réduction de risque d'Alzheimer. Donc, on peut très bien imaginer que des patients qui prennent du GLP-1 d'abord pour du diabète ou de l'obésité, une fois qu'ils ont recouvré notamment ces situations-là, notamment sur le diabète type 2 ou l'obésité, qui pourraient continuer ces traitements-là, mais plutôt pour les avantages en termes de longévité, a fortiori que s'ils les ont pris pendant plusieurs mois sans un effet négatif trop important, euh, et que c'est mine de rien des médicaments qui existent depuis pas mal d'années, qui pourraient continuer à les avoir. Mais du coup, pour vous, pour les médicaments que vous avez, entre guillemets, en magasin, parce qu'encore une fois, développer de nouveaux médicaments, ça prend énormément de temps et beaucoup d'argent. Donc, si vous en avez déjà qui existent, peut-être que vous pouvez faire des essais cliniques justement sur bah, le vieillissement, la cognition, le, le health span, a fortiori maintenant qu'encore une fois qu'on peut mesurer les âges biologiques euh, du corps et de chacun des organes potentiellement. Voilà, vous pouvez potentiellement explorer ce repurposing. Et voilà, c'est des opportunités du coup en milliards. Et puis aussi, regarder des combinaisons de thérapies. Donc, typiquement, voilà, le NAD+, les metformines, voilà, les sénolytiques en complément de peut-être vos médicaments. Voilà. Donc, voilà, peut-être que vous avez l'Ozempic de la longévité en magasin sans le savoir. Donc, voilà, peut-être que c'est des choses à explorer. Et je sais que Pascal, on échangeait hier, voilà, mais il y a aussi maintenant avec de l'IA des digital twins et du coup des simulations qui peuvent être faites pour accélérer en effet ces études cliniques-là. Donc, c'est des choses quand même hyper intéressantes. Absolument. Évidemment, les systèmes de santé vont se poser des questions, hein. Déjà avec Ozempic, on voit bien qu'il y a, si on regarde juste la France, hein, Wegovy ou Ozempic sont pas complètement remboursés, hein, pour l'instant, parce qu'on voit bien que les systèmes de santé s'interrogent. Euh, et donc, d'un côté, il y a un avantage évident, c'est-à-dire qu'on vit en meilleure santé, donc on consomme moins de fournitures de santé, mais d'un autre côté, peut-être qu'on va vivre plus longtemps en meilleure santé, et donc ça a d'autres inconvénients ou d'autres avantages, évidemment. Donc aujourd'hui, il y a aussi un sujet sociétal qu'il faudra adresser à un moment ou à un autre. On en a parlé hier avec Arnaud. On va pas ouvrir le débat maintenant, sauf si vous le voulez, mais c'est vrai que c'est un sujet qui pourrait arriver. En Ouais, attendant, mais ça- on voit qu'il y a Oui. quand même. Oui, vas-y, Arnaud. Non, 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 mais enfin, j'allais dire en effet, pas juste sur le point de l'Ozempic, en tout cas sur les GLP-1, aujourd'hui il y a des compounds qui
deviennent un peu plus accessibles en effet que les produits de base. Donc, vous pouvez avoir des GLP-1 aux États-Unis pour peut-être 200, 300 $. Et il y a des études qui montrent aussi que ben, du coup, vu que les gens mangent moins, ils achètent moins. Et donc, voilà, peut-être qu'ils économisent 150 $ sur leur, la- leur course alimentaire. Et donc, voilà, finalement, ça peut être presque un jeu à somme nulle à terme, a fortiori s'il y a des bénéfices en termes de santé. Euh, OK. Euh, Oui, sur le ensuite, troisième point, en effet, ah, voilà, d'explorer des traitements sur le vieillissement. Donc voilà, typiquement, en effet, les gyroprotecteurs, les sénolytiques, les thérapies sur la gyroscience. Donc voilà, il y a pas mal de, de chemins qui sont explorés, mais voilà, peut-être que vous pouvez les explorer aussi. Et donc voilà, c'est peut-être aussi une nouvelle frontière pour les pharma. Et puis, pas que les pharma, donc même les entreprises de santé qui peuvent avoir des medical devices, etc. Peut-être que vous avez des solutions typiquement pour la longévité, le vieillissement. Voilà, et peut-être que le vieillissement lui-même est une condition à traiter. Donc voilà, on parle de médecine de longévité, y compris pour les solutions médicamenteuses. Il y a un petit use case, en effet, dont je voulais parler. Encore une fois, c'est sur ces frontières entre les secteurs et les sujets qui sont de plus en plus poreux. Ou par exemple, Abbott, qui du coup à la base c'est un groupe pharma qui a pour métier principal aujourd'hui quand même les dispositifs médicaux, donc les CGM, les pacemakers, etc. Mais qui s'est également étendu à la nutrition au point où aujourd'hui ça représente plus de 10 milliards et près de 20% de leur chiffre d'affaires. Et par exemple sur les GLP-1, ben, au lieu de créer un autre médicament avec GLP-1, ils ont lancé Protality, qui du coup un shake protéiné avec certains ingrédients pour lutter contre un effet négatif, en effet, pour pas mal de personnes sous le GLP-1, c'est la sarcopénie, donc la perte de masse musculaire. Donc voilà, typiquement, même quand il y a des marchés en plein boom comme ça, ou peut-être avoir des business adjacents, et de la même manière aussi sur les CGM, qui étaient à la base faits pour les diabétiques ou pré-diabétiques. Voilà, ils ont aussi lancé une version commerciale pour les non-diabétiques à près de 49 $ pour 2 semaines, pour justement aussi éduquer sur les personnes qui ne sont pas non plus diabétiques, mais sur mieux manager leur taux de glucose, parce que c'est aussi autant de stress oxydatif en moins, d'adapter en effet leur nutrition, leur protocole. Moi, par exemple, à un moment, bon, je fais du jeûne intermittent, j'ai jeûné 18 heures, j'ai mangé une carotte, et là, mon pic de glucose, il monte, juste une carotte. Euh, mais je suis allé marcher 15 minutes, c'est redescendu, et après, j'ai eu un repas, y compris avec des glucides plus conséquents, et là, en effet, je suis resté dans le niveau sain en termes de taux de glucose. Donc, c'est aussi d'apprendre les réactions de notre métabolisme spécifique. Donc là, encore une fois, on a des retours d'informations parfois immédiats, comme avec les CGM. Donc, voilà, c'est des choses hyper intéressantes. Et dans le même temps, vous avez des acteurs comme L'Oréal euh, qui, du coup, voilà, ont investi dans Timeline, dont je vous ai parlé, ce supplément pour la longévité, et qui, au CES, du coup, il y a un mois, a lancé un device sur la longévité de la peau pour aussi personnaliser son skincare. Donc, on voit qu'on peut passer du skincare au healthcare. Euh, et donc, mon point, c'est de te dire en effet que euh, si vous êtes un gros pharma, donc aller au-delà des médicaments, et même si vous êtes une entreprise de dispositifs médicaux, d'aller au-delà de ceci, et peut-être en effet de regarder les partenariats qui sont à faire pour du coup une solution plus holistique pour le consommateur final qui les recherche, avec potentiellement ben, des diagnostics, des solutions en termes de sommeil, de nutrition, d'exercice, encore une fois. Bref, d'avoir une approche multidisciplinaire, parce que voilà, c'est ce qui est requis en fait par euh, le sujet. Et c'est vrai que l'innovation ouverte, l'open innovation, c'est la solution pour ça. Voilà, vous n'avez pas forcément à développer 50 business lines dans votre entité. Par contre, voilà, il y a des acteurs qui peuvent être des bons partenaires pour vous. Donc voilà, je pense que le Digital Pharma Lab et nous-mêmes, on est à votre disposition pour ça. Et donc ça m'amène sur notre dernier point, c'est justement aussi d'explorer ces innovations en termes de longévité via des partenariats et des investissements, parce qu'encore une fois, il y a une demande des consommateurs, parce qu'il y a des solutions révolutionnaires qui arrivent, notamment avec de l'IA, euh, avec notamment le marché américain qui est en lead, et que du coup, il faut agir maintenant. Donc voilà, ce que je disais, c'est que
idéalement, il faudrait que vous trouviez un partenaire qui est capable d'identifier des startups, bon, peut-être un fonds de VC dont c'est le métier, capable de les scouter, de les analyser, capable aussi d'avoir une couverture cross-border, donc notamment avec des très bonnes connaissances du marché américain et une connaissance du marché européen et de savoir les différences de marché et culturelles, euh, qui a un track record pour travailler des grands gros pharma comme Sanofi et qui a l'habitude de travailler avec des top execs d'entreprises de santé, notamment pour des Business Development Tree, des Learning Expedition. Donc voilà, c'est vrai qu'on a échangé avec Pascal, avec Didier. Voilà, on serait ravis d'organiser ensemble une Learning Expedition, un Business Development Trip pour vous, notamment voilà, sur l'IA et la santé connectée, ou peut-être sur le sujet de la longévité, ou les deux. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Voilà, on peut travailler ensemble avec Digital Pharma Lab et KT Innovation Lab pour vous servir. Et donc voilà, de faire équipe commune. Donc là, on prône dans nos organisations respectives l'open innovation, donc on se l'applique. Et donc voilà, avec plaisir si vous êtes intéressé, curieux sur le sujet, pour échanger, donc avec plaisir pour faire des follow-up. Mais n'hésitez pas du coup à m'envoyer un petit mail, à écrire en effet aussi à Pascal, à Didier si vous êtes intéressé par le sujet. Mais voilà, je vous laisser un peu de temps aussi pour les questions. Merci beaucoup, Arnaud. C'était passionnant. Donc moi, j'ai eu la chance d'entendre une première fois tout ça en détail et j'ai réécouté avec tout autant d'intérêt. C'est tout à fait passionnant. C'est un monde qui s'ouvre. Comme j'ai eu l'occasion de le dire sur LinkedIn, c'est vraiment très excitant et effectivement avec une opportunité de business, c'est sûr, et aussi une opportunité intéressante pour chacun d'entre nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a euh, des, des sujets que vous voudriez partager? Est-ce que vous-même, vous avez une expérience? Je ne sais pas si tout le monde Mm. qui nous écoute est biohacker comme toi, Arnaud, mais et fait du Spartan Race, hein, c'est pas évident. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je sais que je vais attendre un peu pour savoir, pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors moi, en attendant, j'en avais. Alors effectivement, j'étais il y a 2 mois dans la Bay Area, hein, à San Francisco, et j'ai eu la chance j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des startups dans ces domaines avec KT. Et on a notamment rencontré des startups dans le domaine du quantique Mm. et de l'IA. Et donc, en particulier, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est effectivement du développement de logiciels très avancés pour faire du drug repurposing ou drug retargeting. C'est quelque chose que tous les industriels regardent à présent. Les capacités de calcul sont presque là. Il y a déjà des grandes capacités de calcul avec des GPU de NVIDIA ou d'autres. Et puis, le calcul quantique arrive dans les 5 à 10 ans. Et donc, aujourd'hui, il y a même quelques qubits disponibles. Et donc, aujourd'hui, il y a des capacités de calcul pour faire voilà, du pliage et du dépliage de molécules biologiques, hein, des peptides, euh, l'ADN, etc. Est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu, est-ce que toi tu vois là chez KT Innovation des choses comme ça? Alors je ne sais pas si Hawking en fait ou d'autres. Et voilà, bah, c'est ça Ouais. exactement. Que tu peux Je vous nous parlais donner. de notre portefeuille. En effet, ben voilà, typiquement vous devez peut-être connaître Akemia, Oui, qui est une belle startup qui justement utilise la physique quantique et l'intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux médicaments. Hawking aussi, dans cette ambition-là, voilà, si aujourd'hui trouver un nouveau médicament, ça peut prendre 7 8 ans. Voilà, c'est de réduire ce temps-là peut-être à 4, 3, 2. On verra à quel point ça peut aller. Mais justement, voilà, je pense qu'il y a de belles perspectives justement sur les digital twins. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des modèles en termes d'IA aujourd'hui qui répliquent, par exemple, mon métabolisme. A fortiori, s'il y a tous ces biomarqueurs-là que je peux mesurer. Et donc, c'est sur un essai clinique. Euh, voilà, du coup,
de faire des simulations sur les réactions, parce que voilà, il y a des modèles aujourd'hui, encore une fois, comme ces startups-là qui permettent de le faire. Donc, ça permet de régler une partie du problème sur l'équation de trouver les bons patients pour les essais cliniques. Voilà, on a aussi investi dans Inato, qui aide d'ailleurs les gros pharma à trouver leurs patients pour les essais cliniques également. Mais voilà, il y a quand même pas mal de solutions qui arrivent sur ce sujet-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain techno-optimiste en Silicon Valley, parce que on commence à voir les potentiels de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, comme je le disais, euh, Hawkin, Bioptimus, Akemia, Nabla n'ont absolument rien à envier aux startups américaines. Donc voilà, c'est les startups françaises, mais qui s'étendent aussi aux États-Unis. Et donc voilà, on a les champions en Europe, on est ravis de les soutenir avec KT Innovation. Et donc voilà, si vous voulez en effet travailler avec ces startups-là, n'hésitez pas me le faire part, et je serais ravi de faire des mises en relation. Oui, oui, c'est important. Et j'ai été très frappé quand j'étais là-bas de voir effectivement tous les employés qui étaient innovation. Aux États-Unis, c'est majoritairement des employés américains quand même, hein, ou très très majoritairement des Américains qui sont à fond et qui soutiennent à fond ces entreprises françaises. C'est plutôt extrêmement encourageant. Au passage, en étant là-bas, j'ai appris que, outre les Américains, les nationalités les plus représentées parmi les start-upers de la Silicon Valley et de la Bay Area, c'était des Japonais, des Anglais et des Français. Donc là aussi, on est très très bien représenté dans ce domaine. Oui, je pense Euh, que ça fait partie des facteurs clés de succès de la Silicon Valley, un peu des ingrédients méconnus, mais en fait, vous avez 40% de la population de la baie de San Francisco qui est née à l'étranger. Et dans la tech, du coup, c'est quasiment même les deux tiers. Donc en fait, dans n'importe quelle startup de 10-15 personnes, vous avez un Français, un Indien, un Brésilien. Et donc en fait, ça pense mondial dès le début. C'est ça aussi une différence. Donc voilà, c'est vrai que c'est comme une des facteurs clés de succès de la Silicon Valley. Je crois que dans la baie de San Francisco, on est près de 60 000 euh, Français. Donc voilà, ça commence à être assez important. Et donc voilà. Et San Francisco, encore une fois, c'est la capitale mondiale de l'IA de très très loin. Mais il y a aussi des biotech. Voilà, le sud de San Francisco, c'est un des berceaux des biotech. Et il y a beaucoup de tech bio aussi. Donc voilà, oui, des boîtes comme Hawkin, par exemple, c'est plus des tech bio, c'est plus des boîtes de tech qui sont impliquées à la biologie que des biotech, à savoir des boîtes de biologie qui utilisent de la technologie. Et donc voilà, c'est vrai que la plupart des fonds d'investissement, notamment en IA, sont là. Voilà. Et donc nous, Cat Innovation, on est fiers d'être un des principaux fonds européens d'origine européenne, en effet, à financer ce type d'initiative. Il y a une startup que j'aime beaucoup aussi dans notre portefeuille, je les aime tous évidemment, mais c'est Clivy. Clivy qui du coup a une clinique en ligne sur le diabète et l'obésité. Parce qu'en fait, ils offrent en fait la chaîne de valeur par rapport au problème. Donc en effet, vous pouvez avoir échange avec un médecin, mais vous pouvez avoir aussi la solution médicamenteuse, donc la molécule. euh, Avec des traitements en effet médicamenteux par rapport au diabète, mais aussi du coup les objets, accès aux objets connectés, donc le glucomètre, et donc à terme aussi les CGM, mais aussi du contenu éducatif par rapport pour mieux gérer en effet son taux de glucose, mais aussi des forums. euh, et donc on voit en fait voilà, c'est toutes les briques en fait qui sont utiles pour le patient final pour son adhésion au traitement et son recovery sous un même abonnement, sous une même plateforme. Encore une fois, les molécules, le médicament, le soutien de la communauté, le contenu éducatif, le dispositif médical. Et donc tout ça ensemble, et ça, je pense que là, c'est vraiment aussi euh, une tendance forte sur la santé de manière générale, la santé connectée, c'est d'agréger tout sous le même toit. C'est pour ça que je parlais en effet des cliniques de longévité 2.0 qui pour moi voilà, sont un des acteurs clés parce qu'en fait, sous le même abonnement, vous allez avoir plusieurs, plusieurs choses, voilà, plusieurs types de supports possibles. Et du coup, ouais, voilà, c'est pour ça que ça peut un peu devenir les one-stop shop sur la santé. Et, c'est euh, ça.
Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi pour le consommateur final, parce que au final, moi, mon stack, je l'ai fait un peu de manière silotée. Alors j'avais un suivi avec un médecin, mais en fait, moi, je me suis créé mon propre tableau de bord avec plein d'objets connectés que j'ai câblé moi-même. Mais voilà, je pense que l'un des promesses aussi de l'IA, c'est d'être beaucoup plus personnalisé et donc potentiellement de s'adapter au niveau de, j'aime bien dire de manière provocatrice, de fainéantise et d'ignorance de chacun. Donc voilà, si une personne n'a pas envie de changer toute sa nutrition, mais juste envie de mieux dormir ou de mieux faire du sport, et ben l'IA peut se mettre à son niveau et de faire juste son niveau d'effort qu'elle peut le faire et puis d'avancer sur ce chemin-là. Et Ouais. donc, je pense que les solutions, entre guillemets, holistiques, du coup, peuvent avoir une part belle et du coup de faire sens sur tout ce qui peut être mesuré en une fois. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette heure passionnante. Merci infiniment, Arnaud, d'avoir consacré une partie de ta matinée à nous. Encore une fois, merci à vous tous au plus fort. Vous étiez une cinquantaine à suivre, donc c'est très encourageant. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel Innocenté d'ici moins d'un mois. Et puis, vous avez ici l'adresse d'Arnaud et vous pouvez également nous écrire chez Digital Pharma Lab. On sera ravis de vous répondre. Merci infiniment. Continue bien. On va suivre tes exploits sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Et ça va être tout à fait passionnant. Merci Arnaud. À bientôt. Merci, à bientôt.